Et on s'est dit quand on aurait l'argent pour acheter la ferme qu'on nous proposait, à savoir 12 hectares au départ, là, donc il fallait quand même trouver 140 000 €. À partir de ce moment-là, une fois qu'on aurait trouvé les citoyens pour mettre l'argent, on commencerait le parcours d'installation. Et voilà, donc on a commencé par communiquer. Quand on est arrivé à Plougrescan, on parlait de la SCI et pas de la ferme, parce que la ferme n'existait pas. On vendait des parts et pas du pain. Donc les gens, ils ont misé un peu sur nous et notre projet, qui était pas si bien défini que ça finalement, après, avec le recul. Mais en tout cas, voilà, on était sûr qu'on voulait pas acheter la terre nous-mêmes via une banque. Je me souviens que les maires des 2 communes nous ont proposé d'aller sur les marchés au 15 août pour chercher des maisons secondaires, les résidences secondaires ici. Et au 15 décembre, on avait réuni l'argent. Donc après, on a dit, bah voilà, maintenant il faut qu'on s'installe. Moi, si je suis venu ici, dans cette ferme à la base, c'est surtout parce que je voulais venir ici à Plougrescan et que j'avais envie de découvrir le monde de l'agriculture, mais j'y connaissais absolument rien. Je savais juste qu'il y avait cette ferme avec ces 2 gars ici qui étaient sympas et qui étaient accueillants, que je me suis dit tiens, je vais aller les voir, mais je savais même pas vraiment ce qu'ils faisaient. Donc je pensais pas du tout que j'allais faire du pain, que j'allais élever des vaches. La surface d'aire protégée en France métropolitaine, 1,32% de la surface, si je ne me trompe pas. Donc c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et comme le paysage qui nous entoure est majoritairement agricole, donc en Bretagne je crois que c'est même 75% du paysage qui nous entoure est agricole, l'impact sur le paysage il est fort, donc le rôle de l'agriculteur l'est tout autant. Donc si on veut agir sur les milieux naturels, s'installer paysan c'était quand même une bonne idée, et d'avoir un peu plus de pouvoir de décision pour essayer d'améliorer en fait la situation, quoi, on va dire, de la biodiversité. Alors dès le départ, nous on s'était dit qu'on voulait une structure ouverte à d'autres. On s'était pas dit on va bosser toute notre vie que tous les deux. Et on s'était aussi dit qu'on pouvait aussi s'en aller et se faire remplacer par quelqu'un d'autre. On n'avait pas forcément envie de se dire qu'on serait agriculteur ici jusqu'à la retraite. Moi j'étais un citadin qui va à la campagne ou à la mer pour profiter des paysages. Je voyais pas du tout le vivant qu'il y avait dans ces paysages. Non seulement je le connaissais pas, parce que j'étais pas capable de distinguer plus de 2 espèces d'oiseaux ou 2 espèces d'arbres, mais même je le voyais pas, je me rendais pas compte que c'était habité. Pour moi c'était un espace de loisir, quoi. Dans le précédent épisode, Bastien, paysan ornithologue, nous emmenait dans le marais de Guermel où les vaches Highland de la ferme des Hautes-Terres pâturent, ramenant dans leurs sillons truffés de bouse une riche biodiversité. À titre d'exemple, en presque 10 ans d'installation, le nombre d'espèces d'oiseaux qui nichent sur la ferme a triplé. Mais cette explosion de vie sauvage est intimement corrélée à l'explosion de vie humaine qui gravite autour de la ferme. Samuel et Bastien ont choisi et adapté leur modèle juridique et économique pour permettre une participation citoyenne à la vie de la ferme et ainsi favoriser sa résilience. Vous entendrez d'ailleurs quelques témoignages des mangeurs et mangeuses enregistrés lors de la fête de la ferme. J'en profite pour mentionner une erreur dans mon intro du précédent épisode. Samuel et Bastien ne sont plus associés en GAEC. Ils ont fait évoluer le modèle en créant des entreprises individuelles et c'est l'un des sujets de cet épisode. Je suis Opaline et vous écoutez la saison 5 du podcast Agroécologie Voyageuse dans la thématique Battement d'ailes à la ferme. Cet épisode a pu être réalisé grâce au soutien de donatrices et donateurs et je souhaite remercier aujourd'hui Mélanie, Akira, Marion, Audrey, Patrice, Marie, Geneviève, Loïc, Patricia et Antonin. Belle écoute. Jour 3. Après avoir enregistré Bastien dans le Marais, voir épisode précédent, nous partons manger une moule frite dans une bicoque près de la plage. Au retour, vers 22h, Bastien et sa compagne me déposent au hangar de la ferme. J'espère apercevoir la chouette effraie et peut-être sa famille. Après quelques minutes d'attente, assise dans la pénombre,
Elle apparaît dans la prairie au loin et vole dans ma direction pour se poser sur la poutre juste au-dessus de moi. Je m'allonge dans la paille et je la regarde. Nous nous regardons ainsi pendant ce que je crois être 5 minutes. Mon mental se met en pause. Même s'il fait sombre, je suis plongée dans ses yeux noirs. Je ne me demande même pas ce qu'elle peut penser. Et puis elle repart. Merci. Jour 4. Je réunis Samuel et Bastien pour une interview dans le hangar de la Chouette. On est dans le bâtiment de la ferme des Hautes-Terres, dans le Trégor, à Plougrescant, où vous avez, donc vous deux et Gaspard, vous m'avez accueilli pendant quelques jours. Et j'ai connu la ferme grâce au réseau Paysans de Nature, dont la ferme fait partie. Et en feuilletant le livre édité par le réseau, j'ai réalisé que vous étiez dans une région qui sont sur les terres de mes ancêtres. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. J'aimerais commencer par vous remercier tous les trois. Ça fait énormément de bien de voir que des paysans prennent soin de terre dans un paysage qui a été dégradé par un demi-siècle, grosso modo, d'agriculture intensive et de diminution du nombre de fermes. Prendre soin au sens très large, car depuis presque 10 ans, la ferme des Hautes-Terres élève des vaches Highland pour vendre leur viande, et pour faire bien plus que vendre de la viande. Pareil pour les blés anciens qui sont cultivés pour faire du pain, et des pâtes, pour la plus grande joie des habitantes et habitants humains et bien plus qu'humains. En fait, cette ferme nourrit les corps, oui, et aussi les âmes, car elle est un lieu où des liens se tissent et des ponts se créent. Pendant les marchés à la ferme, des fêtes comme celle d'avant-hier et d'autres événements, et en même temps que les humains sont nourris, les sols, les haies, les zones humides et tous leurs habitants se régénèrent. Ça paraît simple comme ça, mais pour créer tout ça, vous en avez vécu des aventures et des étapes. Et avec cet épisode, j'aimerais vous donner la parole à tous les trois. Donc on entendra Gaspard, que j'ai enregistré tout à l'heure un peu plus tard ou plus tôt dans l'épisode, au moment où il faisait le pain. Et du coup, le sujet cœur de cet épisode, c'est est-ce qu'une ferme est plus résiliente lorsqu'elle a un modèle de fonctionnement en partenariat avec le vivant au sens large, et notamment les humains et les plus qu'humains, comme je disais tout à l'heure. Et avec vous deux, j'aimerais bien aborder la question de votre modèle d'installation. Est-ce que vous conseillez ce modèle à des futurs paysans, paysannes ? Comment vous avez fait évoluer le modèle pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui ? Et j'aimerais bien commencer par toi, Samuel, en te posant la question pourquoi tu es devenu paysan et si tu as envie de modifier certaines choses que j'ai dites, de rectifier ma petite intro. Voilà. Donc bonjour. Moi, j'ai voulu être paysan pour, on va dire, mettre en action des idées et des valeurs que je portais dans mes anciens métiers où j'accompagnais les agriculteurs mais sans faire. Donc voilà, l'idée c'était d'arrêter de dire et de faire plutôt quoi. Voilà. Moi j'étais technicien agricole d'une collectivité, donc je finançais des mises aux normes, en gros. Puis après de la restauration du bocage, de la restauration de zones humides. Voilà, j'arrivais avec le carnet de chèques d'argent public chez les agriculteurs. Et j'essayais de leur dire ce qu'il fallait faire. En gros, donc ça j'ai fait ça pendant 15 ans. Et donc l'idée c'était un peu de passer de l'autre côté de la barrière et de mettre en pratique au lieu d'expliquer comment faire. Et puis donc ça c'était la principale raison. La deuxième raison c'était plus personnel de s'ancrer dans un lieu. Donc c'est pas mal comme métier pour se bloquer pendant 20 ans au minimum. Donc là on en est à la moitié. Tu veux compléter, Bastien Mon parcours est à peu près similaire, en étant issu du milieu naturaliste chez Bretagne Vivante, association de protection de la nature régionale. Et c'était pour aller plus loin, en effet, c'est un peu pareil, quoi, un peu... alors je dirais pas manque d'efficacité, mais il faut aller plus loin si on veut protéger, vivre tous ensemble, entre vivants et comme tu dis... nos voisins non humains aussi. La surface d'air protégé en France métropolitaine, 1,32% de la surface, si je ne me trompe pas. Donc c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et comme le paysage qui nous entoure est majoritairement agricole, donc en Bretagne je crois que c'est même 75% du paysage qui nous entoure est agricole,
Donc l'impact sur le paysage il est fort, donc le rôle de l'agriculteur l'est tout autant. Donc si on veut agir sur les milieux naturels, et s'installer paysan c'était quand même une bonne idée, et d'avoir un peu plus de pouvoir de décision pour essayer d'améliorer en fait la situation, quoi, on va dire, de la biodiversité. De ce que j'ai compris en passant quelques jours ici, vous avez évidemment, vous êtes deux êtres humains différents, mais vous êtes quand même installés grosso modo pour mettre en œuvre des choses que vous avez conseillées ou que vous avez pour passer de l'autre côté de la barrière, toi, comme tu disais. Ouais, c'est ça, ouais. Même des choses qu'on espérait voir faire chez les autres, et au moins on essaye au moins de les faire ici chez nous maintenant, quoi. Et qu'est-ce qui vous a fait décider de ce modèle-là d'installation en faisant appel aux citoyens? Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu le modèle pour que les gens comprennent bien et comment il a évolué au fil des années? Ouais, je pense que ça c'est une particularité de notre installation, c'est que avant de signer, on va dire, avec l'administration agricole, on s'était dit il faut d'abord qu'on acquiert les terres. Et dès le départ, nous, on cherchait l'autonomie de la ferme au sens large, de la future ferme. Et donc, il n'était pas question d'aller voir une banque pour acheter des terres. Moi, j'étais déjà par ailleurs membre de GFA, de copains agriculteurs. Voilà, donc je connaissais le système. Et donc, la première étape qu'on a fait avec Bastien, c'est de communiquer sur l'achat collectif de terres agricoles à Plougrescant. Et on s'est dit, quand on aurait l'argent pour acheter la ferme qu'on nous proposait, à savoir 12 hectares au départ, là, donc il fallait quand même trouver 140 000 euros, partir de ce moment-là, une fois qu'on aurait trouvé les citoyens pour mettre l'argent, on commencerait le parcours d'installation. Et voilà, donc on a commencé par communiquer. Quand on est arrivé à Plougrescant, on parlait de la SCI et pas de la ferme, parce que la ferme n'existait pas. Vous vendiez des parts et pas du pain. On vendait des parts et pas du pain. Donc les gens, ils ont misé un peu sur nous et notre projet, qui était pas si bien défini que ça finalement, après, avec le recul. Mais en tout cas, voilà, on était sûr qu'on voulait pas acheter la terre nous-mêmes via une banque. Et ça s'est fait assez rapidement quand on... Je me souviens que les maires des deux communes nous ont proposé d'aller sur les marchés au 15 août pour chercher des maisons secondaires, les résidences secondaires ici. Et au 15 décembre, on avait réuni l'argent. Donc voilà. Donc après, on a dit, bah voilà, maintenant il faut qu'on s'installe. Vu qu'on a, je sais plus combien, il y avait 140 associés. Il y avait quelque chose comme ça, à peu près 120, 140 associés, enfin personne du coup. En plus la particularité c'est on s'est vraiment présenté comme ça sur un territoire où qu'on connaissait un petit peu, mais on connaissait pas les gens qui y vivaient en fait. Et globalement, d'un coup, 120 personnes nous ont fait une promesse de part par rapport à un projet qui était encore pas... qui était en devenir en fait, quoi. Donc c'était ça y est, il y avait déjà 120 ambassadeurs potentiels de notre projet, donc faut y aller, quoi. Oui, on en a même qui nous donnaient des chèques. Ouais. Et on n'avait même pas d'ordre à mettre sur le chèque, quoi. Donc voilà, c'est... Et après seulement, on a entamé le parcours d'installation officiel en faisant des calculs économiques, en réfléchissant à quelle production, etc. Mais voilà, du coup, c'était vraiment la base. Si on n'avait pas réuni la somme et le collectif, là, on ne serait pas installé ici. Donc 14 hectares. Ouais. Donc 10 000 euros l'hectare. 10 000 euros de l'hectare à peu près, ouais. On est en zone légumière ici, et du coup les prix, c'est 10 000 à 15 000 euros de l'hectare aujourd'hui, quoi, quasiment. Donc les terres, citoyens, et le bâtiment, emprunt bancaire. Voilà. Ouais. Donc ça a permis de limiter la prise de risque financière, de présenter on a fait, comme dit Samuel, le parcours d'installation après classique, demande des aides, 3P, etc. Enfin 3P, demande des aides, etc. Et donc il nous restait quand même la construction de notre lieu de production, donc le bâtiment. Et donc là on s'est présenté à des banques en fait quand même, voilà. Et mine de rien en fait, d'avoir sollicité les citoyens et des hypothétiques clients aussi,
Quand on a parlé de ça aussi auprès des banques, ça a donné du crédit aussi en fait à notre installation. Et les banques, c'était compliqué aussi pour elles de se dire faut qu'on leur prête. Et ils ont prêté, enfin il y a des gens qui les connaissent pas qui leur prêtent 140 000 euros, enfin qui prennent des parts dans un projet. Donc du coup c'était aussi gage un peu de, enfin c'est ce qu'on se disait, ça a quand même pesé dans la balance quoi. À cette époque, vous avez décidé de créer un GAEC. Oui. À 2. Ouais. Est-ce que vous pouvez me raconter pourquoi le GAEC et puis qu'est-ce qui s'est passé pendant les premières années et la suite? Bah, le GAEC parce que... alors autant on avait bien réfléchi le foncier, la SCI, tout ça, autant la structure agricole, on n'a pas trop bossé dessus. Du coup, quand on est deux futurs associés non mariés ou non frères, parce qu'on n'est ni frères ni mariés, et bah du coup il n'y a que le GAEC, il n'y a pas grand chose d'autre. Il y a le ERL avec 2 associés, mais bon à l'époque la chambre d'agriculture qui a bossé un peu sur l'aspect juridique de l'activité agricole, elle nous a proposé le GAEC avec tous leurs arguments habituels de transparence GAEC, vous allez voir, vous allez toucher plein d'aides, etc. Donc bon, on n'avait pas étudié grand chose d'autre et on nous a pas proposé grand chose d'autre. Donc voilà, on a signé sans trop s'y intéresser. Par contre, on a quand même bien bossé, grâce à Agriculture Paysanne, on a bien bossé le règlement intérieur du GAEC. Donc on n'a pas fait un copier-coller dessus de la chambre. Et on a précisé les choses voilà, donc assez loin. C'est pas rigolo à faire parce qu'on n'écrit que des trucs qui évoquent des situations difficiles et des conflits. Donc on n'avait pas commencé à bosser, qu'on avait déjà essayé de lister tous les conflits qu'on aurait pu avoir. Voilà, et du coup par la suite dans la vie du GAEC, ça nous a quand même bien aidé d'avoir écrit nous-mêmes le règlement. Enfin, avec 10 ans de recul, je pense que c'est là-dessus où on n'a pas assez travaillé, sur le choix juridique de l'entreprise. Et du coup, c'est vrai que c'était aussi pour répondre un peu à notre timing d'installation. Comme on venait de quitter aussi nos boulots, on voulait aussi mettre en route. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Donc, on est passé un peu par le circuit un peu classique. Hein, et du coup, s'installer en GAEC, c'est des choses qui sont connues par les administrations, quoi. Donc, voilà. Donc, ça a été, c'était plus simple, on va dire. Enfin, la DDTM savait de quoi on parlait, quoi. Donc, Et puis le mode d'acquisition des terres était original, donc c'est bien aussi de ne pas faire trop original à certains moments. Ouais, et les productions aussi, parce qu'il y a 10 ans, Paysan Boulanger ici, éleveur d'Highland, c'était déjà aussi original, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? De la vente directe. Il y avait de la vente directe ici, mais en maraîchage uniquement. c'était, Au moins, on rentrait dans une case, quoi, voilà, et pour un truc. Dans le prévisionnel économique qu'on a fait pour que ça aille assez vite, il faut un prévisionnel économique un peu dans les clous, on va dire, hein, dans la forme et dans le fond, et on avait suivi ceux de la formation classique de la chambre. Et c'est 2 ou 3 jours, je sais plus, et il faut remplir c'est un logiciel avec un déroulé, quoi, qui nous sort des chiffres un peu à la fin, quoi. Et je me rappelle que sur l'atelier bovin, on était bloqué parce qu'à un moment donné, il y avait une case, le nombre de concentrés, tu vois, qui était fourni, et en fait, on pouvait pas mettre 0, et ça bloquait le truc. Donc il fallait compléter, quoi. On en était un peu rendu là, quoi. Donc bon, on l'a fait pour répondre. Enfin voilà, avoir un document, mais après on avait un prévisionnel sur notre tableau Excel, quoi. Voilà. Ah, c'est fou quand même ce truc de quand on a un modèle agroécologique qui essaye d'aller vers une forme d'autonomie, finalement, on n'arrive pas à demander d'aide. Ça rentre pas dans les cases. Plus on est autonome, plus on devient coincé pour être autonome, quoi. Bah oui. Bah, après, moi, d'un point de vue plus politique, à la limite, si on veut vraiment être autonome, il faut pas demander les aides, quoi. Là, c'est de la vraie autonomie. Donc là, nous, on était encore dans un système un peu à cheval, quoi. Aide de DJA? DJA, ouais. Donc du coup, rentrer dans les critères, donc répondre à des conneries de critères. Et en même temps, très autonomiste et alternatif, puisqu'on n'a pas acheté la terre. On voulait faire du pain au levain, le vendre le soir. Bon. Mais voilà, un peu le cul entre deux chaises quand même. Et du coup, donc ça a duré pendant quelques années. Ce modèle GAEC, Ouais. vente de pain et de viande.
Et après, il y a David qui est arrivé avec son projet de pâte. Ouais, alors dès le départ, nous, on s'était dit qu'on voulait une structure ouverte à d'autres. On s'était pas dit on va bosser toute notre vie que tous les deux. Et on s'était aussi dit qu'on pouvait aussi s'en aller et se faire remplacer par quelqu'un d'autre. Parce qu'on n'avait pas forcément envie de se dire qu'on serait agriculteur ici jusqu'à la retraite. Et donc du coup, quand David est arrivé avec son projet, on avait ça en arrière-plan dans notre tête en disant que de toute manière on pouvait être 3, 4, 5, pourquoi pas quoi. Donc on avait conçu le règlement comme ça, les entrées et les sorties. Surtout d'un point de vue financier, puisque souvent les entrées en cours de GAEC elles coûtent cher à l'installer aux jeunes, et du coup les sorties dans l'autre sens aussi peuvent coûter cher au GAEC. Donc voilà, moi ça fait 10 ans, si je sors et qu'il y a un nouveau qui rentre dans un GAEC classique, va falloir qu'il achète mes parts sociales pour un montant de 200 000 euros, j'en sais rien moi, mais... Donc nous, on n'a pas conçu ça comme ça dès le départ. On s'était dit, la part sociale, elle est à 1000 euros. On a payé, nous, 1000 euros chacun pour s'installer. Le troisième, le quatrième, il paiera 1000 euros. Et quand on partira avec 1000 euros. C'est ça un peu la philosophie du truc. Donc du coup, on a installé David assez facilement d'un point de vue administratif et économique. Parce qu'effectivement, il a fait un chèque de 1000 euros. Donc c'est facile. Et nous, on avait juste une exigence en termes de production, c'était de ne pas rajouter une production, parce qu'on avait déjà les vaches et les céréales, et un produit plutôt non périssable, parce qu'on avait déjà le pain, il fallait gérer les quelques invendus ou ces difficultés-là. Donc voilà, et donc il cochait les cases avec son projet pâte, puisqu'il utilisait déjà des céréales qu'on avait, et c'était un produit sec. Et c'était du coup c'est une forme de diversification. On faisait déjà de la farine pour le pain, donc pour en faire pour des pâtes, c'était pas mal. Et l'idée ça aurait été dommage qu'il s'installe aussi peut-être avec sa ferme, son outil, investir dans un moulin, etc. Donc mis bout à bout dans la discussion, on s'est dit on pourrait mutualiser les outils de production, quoi, le stock, enfin la culture des céréales, la production de farine et la transformation, quoi. Donc c'était un peu ça l'idée. Et à l'époque, du coup, vous étiez un peu tous les trois, vous aviez une spécialité, mais vous vous entraidiez quand même pas mal sur beaucoup d'aspects. Ouais, l'idée, en fait, dès le départ, puisqu'on a goûté à la vie salariée des congés, donc c'était aussi une règle un peu entre nous, c'est qu'on puisse continuer à prendre des congés. Donc quand on prend des congés, c'est-à-dire que l'autre, déjà, il se retrouve tout seul à tout gérer, mais il faut qu'il sache tout gérer, quoi. Donc quand on n'était que deux, on faisait tous les deux et du pain et des vaches pour que, même si après il y avait des affinités plus fortes pour les ateliers, mais pour que celui qui part 15 jours en vacances, celui qui reste sache faire du pain ou sache gérer les vaches. Et la commercialisation. C'était la même logique avec David, donc du coup on s'était fait à l'époque des binômes pour pas compliquer non plus les choses. Donc il y avait un binôme pain-pâte, un binôme pain-vache et un binôme vache-pâte, quoi. Donc comme ça, à chaque fois qu'il y en a un qui partait en vacances, les deux autres, ils étaient capables de gérer les 3 ateliers. C'était ça qui était mis en place. Ce qui a à peu près fonctionné. David n'est pas resté longtemps, donc il n'a pas eu le temps non plus d'être trop bon en pain, mais c'était ça l'idée, ouais. Mais ça l'est encore, quoi. De pouvoir échanger du temps pour partir en vacances. Ça, c'était dès le départ, on s'était donné par expérience en discutant avec d'autres paysans. En fait, il faut s'instaurer des règles assez drastiques et fortes, même s'il y a toutes les raisons du monde au début il y a tellement de choses à faire, en fait. Mais la première année, on a quand même réussi à prendre, première année, quelque chose près, 4 semaines de vacances, puis 5, peut-être les dernières, et un week-end sur 2, quoi. C'était vraiment la règle et on n'y a pas dérogé, quoi. Et c'est quand même bien parce que c'est bien de couper un peu, quoi. Donc mais ça nécessitait ce que disait Samuel, cette polyvalence un peu, et dans une ferme en démarrage, il faut qu'elle tourne, on ne peut pas trop se permettre d'arrêter longtemps, le temps que la trésorerie, que tout ça se mette en place. Donc c'était quand même c'était un atout, quoi. Ce qui nécessite aussi par contre des échanges très réguliers, une organisation un peu carrée, des temps de réunion assez forts. Donc voilà, il fallait pas moins. Mais bon, assez rapidement, finalement, au bout de
Installation 2016, c'est ça, et officiellement en 2019, ça tournait déjà pas mal. On a commencé à sortir un salaire régulier à partir de là, quoi. Gaspard a commencé à faire du woofing avec vous en 2019, c'est ce qu'il m'a dit. Donc ça fait 6 ans. Ensuite, il est devenu salarié il y a 3-4 ans, c'est ça? Ouais, de manière, il a rodé un peu, on va dire. Enfin, on l'a embauché de manière ponctuelle, on va dire, sur des moments. Après, lui, s'est formé, il a fait des formations agricoles et autres, donc il est venu aussi sous forme de stage. Et puis pour aujourd'hui avoir intégré en fait la ferme là en tant que salarié. Donc là, on est 3, ce qui permet d'assurer de faire tourner les 3 ateliers, quoi. Aujourd'hui, vous n'êtes plus en GAEC. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi un autre format? Mais quel est-il? Eh bien, alors du coup, oui, alors le GAEC est terminé pour s'être transformé donc en un GFA, donc un regroupement foncier agricole, mais le GFA, en gros, c'est le bâtiment aujourd'hui. Derrière, c'est Samuel et Bastien, toujours, nous deux. Mais l'objectif, c'est de limiter un peu les risques, en fait, parce que bon, on reste toujours ouvert à l'idée que la ferme puisse être support d'installation ou d'activité agricole, du moins, dans la mesure du possible de l'outil de production, etc. De faciliter encore plus les entrées et les sorties et de limiter les risques financiers par rapport à un GAEC où un départ peut coûter cher, en effet, même si on avait monté les choses, comme dit Samuel, sur l'argumentaire de manière un peu carrée, mais c'est quand même pas si simple que ça après, face à l'administration et l'humain en fait aussi, qui se joue derrière. Donc le GFA après, en fait, il propose un bail aux entreprises qui travaillent sous son toit, entre guillemets. Donc c'est plus simple déjà de ce point de vue-là. Et aussi par ces histoires humaines hein, qui arrivent souvent dans les GAEC, on avait aussi besoin de refaire le point, au bout de 10 ans déjà aussi, on avait des objectifs un peu déjà différents et des vies qui évoluent aussi, donc envie de travailler sur certains axes en fait, et ça permet de retrouver un peu de liberté dans notre quotidien, enfin individuellement on va dire, mais tout en gardant un outil, un lieu de partage et de mutualiser des outils de production pour pas repartir chacun à reconstruire des fermes, quoi. Enfin, voilà, si tu veux compléter. En fait, moi, au bout de 10 ans de GAEC et d'aventure collective, on se heurte à un paradoxe dans les jeunes installations qui se veulent, entre guillemets, faire différemment des systèmes des parents, en fait. Il y a un côté, quand on veut devenir agriculteur ou quand on devient agriculteur, d'envie de maîtriser et de pas faire vraiment du collectif. Enfin, comment je peux expliquer ça? C'est-à-dire que politiquement, on a envie de faire du collectif, mais dans les choix stratégiques d'un paysan, de partager le choix stratégique, c'est quand même compliqué, quoi. C'est-à-dire que le rapport aux vaches, par exemple, notamment aux animaux, mais au risque de culture, au choix de qu'est-ce qu'on vend, c'est des choses très intimes, entre guillemets, et c'est quand même un métier de solitaire, entre guillemets, dans la prise de décision, quoi. Finalement, il y a très peu de gros collectifs, quoi. Il y a beaucoup de GAEC déguisés, mari, femme, frère, mais il y a toujours un leader et un qui suit. Enfin, pendant cette période-là, j'ai bossé un peu sur les scopes, réfléchir aux scopes, avec la Confédération paysanne, et ça, on n'y arrive pas parce que effectivement, le partage à l'extrême de l'outil de production, ça c'est pas raccord avec comment on a envie de gérer son propre troupeau, comment on a envie de gérer ses cultures. Une forme d'individualisme en fait. Oui, clairement, lié à ce métier-là. Oui, et puis culturel. Ouais, mais dans d'autres secteurs d'activité, ça se passe très bien. C'est-à-dire qu'on a rencontré des scopes d'artisans, chez les artisans, mais on n'a pas la même relation avec son marteau-piqueur qu'avec son taureau, quoi. Relation au temps de travail, etc. Enfin, tout ça, c'est pas simple. Oui, en fait. Le fait de devoir débarquer sur la ferme alors qu'on est en train de dormir pour X raisons. Ça demande beaucoup de rigueur, quoi. Que nous, humains, peut-être c'est pas simple non plus. Alors en effet, ça marche sur d'autres secteurs, mais l'agricole, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est pas
peut-être ce lien en fait au vivant qui est aussi fort et avec ses aléas, etc. Et du coup, chaque individu a des niveaux un peu de... Enfin, on a des exigences ou des peurs qui ne sont pas les mêmes individuellement les uns des autres, donc c'est pas évident. Puis d'être transparent dans les discussions, même si on a des temps d'échange, on sait qu'il faut échanger avec des réunions, etc. Des fois, c'est pas le moment, c'est pas le... Enfin, on n'est pas à l'aise pour en parler. Enfin, il y a plein de choses comme ça, quoi. Alors après, du coup, là, on est reparti sur un format d'entreprise individuelle, donc sur le papier, on n'est plus lié économiquement, mais on a toujours un outil de production. Mais du coup, on reprend un peu de charge mentale peut-être en plus, mais il y a aussi une forme de liberté individuelle qui est peut-être plus facile, enfin, où on attend moins les uns les autres, quoi. Je sais pas. Après, c'est un point de vue, mais ça a étudié. En tout cas, cette formule, enfin, au salon à Retier, salon de la bio, le gros salon là à Rennes, on a rencontré du coup c'était des gros GAEC d'ailleurs, laitiers je crois, qui avaient pour volonté d'ouvrir un peu leur ferme. Enfin, ils avaient de la surface et de faire évoluer leur outil ou l'ouvrir à d'autres. C'est là qu'on a entendu aussi un peu parler de ces formules là, quoi. Un GFA et des entreprises qui travaillent en dessous, quoi. Alors après, c'est pas forcément tout simple pour le partage du foncier, etc. Donc je sais pas si je vais rentrer trop dans ces détails là, mais il y a quand même des petits flous de droite à gauche, quoi. Mais bon, on est toujours obligé de partager, d'échanger quand même fort, et on est lié quand même à l'outil de production, quoi, et à la terre, quoi. C'est ce qu'on partage, quoi. Oui, il y a quand même une vision commune qui vous relie et qui fait que même si vous avez vos entreprises individuelles, vous êtes là pour grosso modo, vous allez dans la même direction. Oui, dans les grands choix, quoi, les grandes directions. Après, il y avait un débat qui nous animait régulièrement. Moi, c'est être PAC ou pas être PAC, sur l'autonomie ou pas l'autonomie. C'est remplir les papiers, rentrer dans les cases. C'est-à-dire que pour avoir des aides PAC, il faut rentrer dans des cases. Donc voilà, nous on est sur un système économique où on n'est pas loin de se passer des aides PAC quand même, quoi. Donc, mais Bastien, il n'a pas le même discours. Il dit que pourquoi on laisserait l'argent aux autres alors que nous on fait bien. Enfin, c'est légitime d'être rémunéré pour les actions. Mais ça, je pense que quand tu m'interrogeais sur le choix du GAEC, qu'on a laissé faire, avec le recul, moi j'aurais bien pris 1 an de plus pour m'installer et monter une scope d'entrée de jeu. Alors soit on se serait pas installé ensemble parce que toi ça t'aurait pas convenu, mais et du coup après le faire en cours de chemin c'est compliqué parce que les règles du jeu elles ont pas été dites au départ, quoi. Et qu'on s'est quand même installé dans un format agricolo-agricole. Toi, tu as une histoire agricole personnelle que je n'ai pas. Et on est rattrapé un peu par ça, quoi. Alors que si on s'était installé en scope, on n'aurait pas été rattrapé par ça, je pense. Mais bon. Mais aujourd'hui, il n'y a que 2 scopes agricoles en France, a priori. Il y a des maraîchers dans le sud et puis des paysans boulangers dans l'Indre. En Touraine, ouais. Le Bel-Être. La ferme du Bel-Être. Ouais. Mais après, quand on en parle avec d'autres copains paysans, ils sont pas du tout prêts à faire une scope non plus, hein. Et pourtant, parce que voilà, c'est leur mouton, c'est leur fromage, et que si c'est pas clair dès le départ, je pense que c'est aussi un des attraits du métier. Alors ça l'est pas pour moi, mais c'est l'un des attraits de beaucoup de tout donner dans sa ferme et que du coup après c'est quasi impossible de la partager, quoi. Même si politiquement on en a tous très envie, mais donc voilà. Donc un conseil, il faut bosser les statuts, et si c'est du collectif, faut pas rentrer dans un système agricole classique. Surtout que les scopes en fait donnent droit à toutes les aides, sauf les aides à l'installation. Donc on peut émarger à la PAC en scope. Donc on perd pas tant de choses que ça, quoi. Ça vous dit qu'on parle un petit peu du modèle économique? Est-ce que vous pouvez me présenter en grosso modo vaches, pain, pâtes? Comment vous avez imaginé ces productions par rapport aux revenus que vous vouliez vous dégager, par rapport à... Enfin, si c'est OK, ça peut aussi être maintenant qu'en plus vous avez vos entreprises individuelles, voilà. Bastien m'a dit que ça ne dérangeait pas de parler de son salaire. Mais pour aussi que les gens puissent se projeter dans, voilà, il y a une ferme qui prend soin du vivant, qui produit des très bons produits de grande qualité. Est-ce qu'il y a eu des choix en termes de prix pour
générer un revenu suffisant, le chiffre d'affaires grosso modo de chaque atelier. Bah, en gros, nous, dès le départ, on s'était dit il faut qu'on se paye, il n'est pas question de travailler pour rien. Donc on s'était fixé 1500 € de salaire mensuel, plus pas mal de petits avantages liés au GAEC, puisque ça c'était dur de faire comprendre ça en comptable, mais le GAEC payait nos assurances de bagnole, notre mutuelle, donc bon, du coup, au final ça fait plus que 1500 € brut par rapport à un salarié. Et ça, sur le papier en tout cas, de l'année d'installation, il fallait faire 200 kilos de pain semaine, c'était ça qu'on s'était fixé, et vendre 15 bœufs, je pense, par an. Voilà. 15 bœufs ou génisses par an en transfo, en colis, quoi. Et ça, du coup, ce modèle-là théorique n'est jamais arrivé. Très rapidement, quand on a démarré le pain, on nous a demandé beaucoup de pain, les Biocop et compagnie, donc on est vite arrivé à même 400 kilos semaine, donc on doublait l'objectif du papier. Et pour répondre à la demande, puisque voilà, on était content que les gens demandent du pain et le nôtre, on a un peu laissé tomber les vaches, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'a pas continué à augmenter le cheptel, donc finalement on est assez vite redescendu plutôt à moins de 10 vaches vendues par an. Mais bon, grosso modo, le pain rattrapait les vaches, le plus de pain rattrapait le moins de vaches, et assez vite on a pu équilibrer et se payer tous les deux ce qu'on souhaitait, et avoir des résultats économiques des fois en bénéfice, des fois en léger déficit, mais quasiment on arrivait à zéro en fin d'année, quoi. C'est-à-dire qu'on payait tout, nous compris. On était assez vite rassurés d'un point de vue économique, quoi. Et on avait effectivement calculé les prix du pain, surtout du pain. La viande, on avait calculé à un prix. On avait fait une formation avec le GAP sur le prix de revient. C'est moi qui avais fait la formation. Prix de la viande, c'était déjà 25 € au départ. Et puis on n'a pas osé mettre 25 € sur le prix de la viande. Par contre, le pain, on avait osé mettre ce qu'on avait calculé. Ce qui était à l'époque assez cher en pain. On était cher en pain parce que les gens qui faisaient du pain au levain étaient en fin de carrière ici, qui avaient des prix plutôt bas. Et la viande, on avait dû démarrer à 18 € le kilo. Ouais. Hein, le 18 kilo. € le kilo. Ouais. Ouais. Donc ce qui n'était pas du tout notre prix de rentabilité. Et donc assez vite, les années passèrent, là, on a augmenté le prix de la viande pour arriver à 25. Et on n'a pas bougé le prix du pain pour l'instant. Donc depuis 9 ans. Enfin 8 ans. Parce que... Et là, ça s'est un peu inversé parce que depuis 8 ans, il y a des jeunes qui se sont installés à côté de nous en pain et qui ont révisé un peu la valeur du pain parce qu'ils ont eu des investissements du coup qui ont coûté plus cher que nous à l'époque. Et ceux qui étaient pas chers avant, ils sont vraiment en retraite, donc ils en vendent plus. Donc maintenant, on est les moins chers en pain au bout de 10 ans. Et on arrive à un prix quasiment calculé rentable pour la viande, quoi. Voilà, donc ça s'équilibrait bien. Donc en gros, on dégageait assez de bénéfices pour se payer à deux. Et après, le projet des pâtes, c'était effectivement de se dégager aussi encore des bénéfices, enfin des chiffres d'affaires pour se payer un troisième à 1500 €. Ce qui a été le cas vite. Et voire même on demandait à l'atelier pâtes d'être encore plus performant pour dégager du temps de travail. Donc de payer un salaire sans y bosser une semaine complète, quoi. Donc aujourd'hui, si on fait un camembert et qu'on voit le chiffre d'affaires de chaque atelier, ça donne quoi? Bah là, normalement, en vrai, ça donne un tiers pâte. Après... Bah après, du coup, l'activité pain est toujours restée assez forte en fait et assure une trésorerie hebdomadaire, donc c'est pratique parce que pour élever, à partir du moment où on élève
le veau est né et là normalement le vent il se passe 3 à 4 ans. Donc c'est un cycle beaucoup plus long. Donc l'atout là de cet atelier initial, c'était pas mal quoi. Le pain générait fortement de la trésorerie et permettait de répondre aux charges quotidiennes, on va dire. Et la vente de vaches faisait un apport de trésorerie complémentaire d'un coût assez conséquent pour financer, pour payer par exemple la MSA quoi, ou des choses comme ça qui arrivent un peu plus fort. Mais aujourd'hui oui, c'est encore 2/3 donc sur l'entreprise du coup que j'ai là maintenant, pain et bovin, ça assure de salaire, mais c'est toujours le pain qui est majoritaire sur le revenu quoi. En espérant là maintenant avoir aussi un peu plus de temps dans la nouvelle organisation pour développer l'atelier bovin quoi. Mais on n'est pas un tiers quoi, si c'est pour répondre à ta question du camembert. Les ateliers céréales sont plus rentables et c'est plus rapide en fait si on parle de rentabilité un peu qu'un atelier bovin qui est un peu plus aléatoire quoi. Et du coup, est-ce que... alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est que même si globalement, vous avez peu d'aides PAC, toi, tu m'as partagé tout à l'heure que Bastien, tu en avais quand même un petit peu sur ton entreprise individuelle parce que tu trouvais dommage de ne pas en profiter quand même, parce que d'autres en profitent en faisant un peu moins de bien à l'écosystème. Mais globalement, vous avez moins de 10% d'aide PAC sur la globalité de votre chiffre d'affaires. Donc vous êtes quasiment autonome dans votre modèle économique et vous avez le temps de prendre soin de la biodiversité. Enfin, en fait, la ferme en prend soin, le modèle de la ferme en prend soin, alors que beaucoup d'aides PAC visent, certaines, un pilier qui a été réduit, visait à prendre soin du vivant et en fait, les agriculteurs n'ont pas le temps d'en prendre soin, finalement. Quand on voit la gestion des haies aujourd'hui, par exemple, donc ces mesures soi-disant incitatives fonctionnent mal. Et là, vous êtes même en train de développer un pain qui a pour objectif de financer des actions de biodiversité sur la ferme. Donc finalement, est-ce que vous diriez que l'atelier Biodiv, c'est un atelier en tant que tel, ou alors c'est juste la base? C'est plutôt la base. Ouais, c'est plutôt la base, ouais, complètement. C'est la base de notre système et il est intégré, et il en fait partie intimement en fait finalement. Et par notre activité, par notre métier de paysan, là, on y travaille, si on veut dire, en quelque sorte, quoi. Après, il y a aussi de l'accueil. Il y a une association qui soutient l'organisation d'événements à la ferme. Mais globalement, c'est aussi accueillir, c'est une manière de vendre, de faire connaître la ferme, et c'est aussi une manière de créer du lien. Donc c'est aussi la base. Oui. Bah, c'était aussi l'idée de la SCI, hein, c'est que comme nous, on n'habitait pas là, on n'était pas de là, tout de suite, on s'est retrouvés... Alors, sur les 120 associés, il n'y avait pas 120 habitants, mais quand on a créé la SCI au départ, on n'avait pas mis nos familles dedans, nos amis, donc c'était vraiment que des gens qu'on ne connaît pas et qui habitent quand même le territoire, quoi, sur les 3 communes d'à côté, quoi. Donc du coup, assez vite, on a eu des amis, entre guillemets, on aurait pu appeler ça les amis de la ferme, mais... Et du coup, qui sont devenus aussi consommateurs, quoi. C'était les premiers clients, les gens chez qui on trouvait légitime de leur demander des retours. Le pain, vous le trouvez comment? Parce que les 5 premiers mois du pain, on n'était pas toujours fiers du pain, et du coup, toi, tu sais pas trop... Enfin, tu vas pas goûter tous tes pains, parce qu'autrement, on s'en sort plus. Et du coup, au moins, ces gens-là, tu peux leur dire, au fait, une personne qui a investi 5000 balles dans ta ferme sur ses deniers propres, qui vient tous les jours manger du pain qui est des fois pas cuit, ou cramé, tu peux lui demander qu'est-ce que t'en penses, ou une viande pas bonne. Tu peux quand même lui demander où on en est, et ça permet aussi des échanges sur le travail, quoi. Et ça nous a permis de se sentir moins seul quand on disait on peut s'isoler très vite dans le travail. Bah, tu sais que derrière t'as du monde aussi, quoi, pour ce genre de questions ou de doutes un peu, quoi. Je veux bien une blonde cette fois-ci. Très bien. Voilà. Et moi je prends une neuve. Ok. Je peux en profiter pour te poser une question? Bien sûr, n'hésite pas.
Alors, les Je fais un réponses, podcast sur la ferme et j'aimerais bien juste savoir ce que cette ferme t'apporte ou ce qu'elle génère pour toi. Oh, voilà. T'as 2 heures devant toi ou... Alors écoute, elle m'apporte à manger déjà. Voilà, elle m'apporte à manger. Et ça c'est quoi? C'est une rousse? Une rousse, c'est ça. Tiens, Donc ça suffit 5 ou pas? plus la caution. Donc 6. Et donc elle m'apporte à manger. Elle m'apporte, comment te dire, un univers merveilleux. Merci. De ferme avec des oiseaux, des nichoirs, des vaches magnifiques. Voilà. Elle m'apporte aussi une position sociale dans l'environnement agricole qui est un petit peu rude en Bretagne. Hein. On peut dire que donc là il y a une cause à défendre ici, donc c'est bien aussi. Voilà, donc ces 3 ingrédients, la nourriture, l'imaginaire et la lutte, se retrouvent ici. Ça te va? Bah c'est parfait, t'as été super concis pour quelqu'un qui voulait partir sur 2 heures. Merci. Non mais parce que derrière il y a un concert. Je parle là-dedans. Ouais, c'est un petit Allez, micro. là, ça enregistre là? Ouais. Ah ouais. Ben, parce que c'est sympathique, c'est local. En fin de compte, c'est un marché court. Il n'y a pas, en fin de compte, d'intermédiaire. Ils ont des très bons produits, ils ont des très bonnes pâtes. Le pain est excellent. Et puis on y vient depuis l'origine. Donc Et- depuis 10 ans. Ouais, depuis 10 ans. Ouais. Mais moi je suis local aussi, j'habite à côté. Que ce soit les pâtes, le pain, ouais, on y vient le mardi et puis le vendredi. On a à peu près essayé à peu près tous leurs produits qui sont excellents. Ils ont des bêtes qui sont magnifiques. Il y a une viande qu'on mange, d'ailleurs qu'on a du mal à retrouver les goûts, les trucs. Parce que quand on quitte leur viande, on trouve pas mieux ailleurs. Bah, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de la ferme des Hautes-Terres, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Déjà, elle représente, je pense, un engagement et puis une préservation aussi de l'environnement. Et puis, elle représente tout un tas de valeurs, en fait, qu'on a envie de défendre. Oui, finalement, on s'est engagé assez rapidement avec eux par rapport à l'achat des terres. D'une part parce que ça correspondait à un autre mode de culture et d'agriculture qu'on a plutôt tendance à défendre. Et par ailleurs, on le voit, enfin, c'est une autre approche de la vie sociale dans la population, enfin, sur la population de Plougrescant. Mais il y a dans le monde qu'on a là une solidarité par rapport à ce type d'exploitation et de démarche à la fois écologique et d'une production qui nous semble, en tout cas, et qui leur semble à eux et qui nous semble à nous aussi particulièrement saine. Je pense qu'il y a vraiment une population locale qui est hyper importante, toutes générations confondues. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours interpellée. Qu'on n'est pas uniquement sur un îlot de bobos urbains qui font leur retour à la terre, mais on est sur un vrai investissement local de gens, y compris des gens assez âgés, et qui perçoivent, bon, il y a le côté, on est quand même dans un fief un peu quand même historiquement ancré de gauche et un peu militant, mais il y a également, au-delà de cette donnée un peu politique, il y a une vraie, je pense, une vraie volonté de préserver l'environnement. Toutes ces fermes-là représentent pour moi le vivant. En fait. Voilà, je dirais ça. Pourquoi le vivant? Parce qu'elles prennent soin de la terre et des humains, et de la faune et de la flore et du vivant. Eh ben, sur la ferme des Hautes-Terres, je crois que j'aime autant le lieu que les personnes qui le font vivre. Parce qu'on y vit des moments comme ce soir, là, à Poulstock, avec des concerts, des spectacles qui sont très puissants, qui ressourcent. Et moi, j'ai vu plein de tendresse avec plein de gens qui se connaissent ou qui se découvrent. Et du coup, je trouve ça beau ce que ça produit en termes de lien social. Et peut-être, s'il y a aujourd'hui, il y a aussi le passé. C'est-à-dire que pendant le Covid, c'était un lieu énormément en ressources parce que c'était le seul endroit où on avait le droit de se retrouver entre copains. Parce que c'est un marché et donc on pouvait faire nos
courses et c'était un énorme prétexte pour voir ce qu'on aime. Et du coup, ouais, ça faisait beaucoup de bien ce lieu. Et ça a commencé avec les travaux du bâtiment, hein. Il y avait quasiment en permanence, parce qu'on a essayé d'auto-construire beaucoup de choses pour réduire les coûts, et en semaine, il y avait en permanence 10 personnes, quoi. Et c'était des associés de la SCI, quoi. Qui avaient très hâte de manger un morceau de pain ou un steak. Qui venaient clouer du bardage en plein hiver, face nord, à 5 mètres de haut. Donc voilà, oui, c'est l'idée de l'accueil, en tout cas du partage, et de partager ça avec les gens du territoire, c'était dès le départ. Ouais. Et puis du coup, on partage ça, et finalement notre installation, elle est partagée aussi avec plein de citoyens, quoi. Donc c'est quand même une belle histoire. Et je pense que pour moi, c'est la meilleure surprise, parce que autant la biodiversité, on s'est installé pour ça aussi, mais on était sûr de réussir, entre guillemets. C'est-à-dire qu'avec nos connaissances, on savait très bien qu'en faisant pas trop de la merde et certaines choses, les chauves-souris allaient mieux, quoi. De fait d'embarquer une partie de la population dans cette aventure-là, c'était quand même pas gagné, quoi. Enfin, j'en savais rien si ça allait fonctionner. Donc, ouais, je pense que le gros défi, c'était ça, quand même. Ouais. Et aujourd'hui, on est passé de 120, c'est bien de le préciser. On a fait plusieurs campagnes d'appel à prise de part pour l'acquisition de terres qui s'est faite progressivement, suivant les opportunités qui se présentaient, suite à des départs en retraite, etc. Et donc on est aujourd'hui sur la SCI, donc composé de 304 citoyens exactement, pour 35 hectares à peu près. Donc c'est énorme. Donc là, c'est vrai que beaucoup de gens qu'on croise quand même dans notre entourage souvent ont pris une petite part ou plusieurs. Donc c'est chouette, quoi. Ça continue. Et là, pareil, du coup, la SCI, elle est gérée par des co-gérants bénévoles qui passent aussi du temps pour la gestion bénévole à côté de nous pour la gestion de la SCI. Ouais. J'ai vraiment la vision d'un noyau, en fait, déjà 2 personnes, parce que c'est quand même vous qui avez tenu la ferme avec l'aide de Gaspard pendant pas mal de temps, et puis avec le passage de Damien autour, il y a un groupe d'amis qui sont venus vous aider beaucoup, et aussi pour les fêtes et tout ça, soutenu par une biodiversité qui est là déjà à la base, et puis qui se régénère par votre coaction avec elle. Et tout ça, ça rayonne, quoi, et ça fait du bien à tout un territoire. Pour terminer, j'ai envie de vous proposer une dernière question, et vous pouvez choisir de répondre ou de ne pas répondre, ou de répondre aux deux. Il y avait soit, est-ce que vous avez envie de profiter de ce podcast pour remercier quelqu'un, des gens, quelque chose, voilà, ou donner un conseil aux personnes qui nous écoutent? Remercier les proches, quoi. Enfin, c'est quand même très chronophage, notre aventure, là. Hormis le temps de travail, le temps de réflexion, le temps de la SCI, on en passe des week-ends, voire des nuits. Donc ça, les proches, s'ils n'étaient pas là pour accepter aussi cette aventure sur le côté un peu négatif, quoi, sur l'envers du décor. Et puis un conseil de bien réfléchir au statut. Moi, je pense que franchement, c'est une des clés, et que je pense que quand même, si on change pas ça, on va réitérer les erreurs. Alors pas sur la biodive, mais sur l'isolement des paysans, sur la relation qu'on a aussi avec les consommateurs, parce que sur la transmission, ça me paraît tellement simple de transmettre dans une scope et tellement compliqué de transmettre dans un GEC, même dans un GFA. On ne sait pas comment on va se dépêtrer de ça. Finalement, on préférait ne pas être propriétaire. On l'est parce que une banque prête pas non plus à des gens qui veulent pas être propriétaires. Voilà. Prendre le temps de ça, je pense que effectivement, je pense que maintenant, par rapport à 10 ans, la vente c'est quand même plus simple. Les gens ils sont là. Si c'est un peu réfléchi, on s'en sort.
Sur les techniques agricoles, il y a quand même de la donnée maintenant. Sur l'agroécologie, il y a de la donnée. Mais passer du temps sur le choix du statut, je pense que ça c'est crucial. Non, je trouve que l'aventure l'aventure citoyenne, je suis aussi agréablement surpris en fait, et que là on dresse un peu un discours peut-être pas évident. Enfin, c'est une réalité qu'on a vécue aussi sur les questionnements sur les statuts, etc. Que c'est important. Je partage ce que dit Samuel. Agréablement surpris aussi on peut être agréablement surpris quoi, même des humains et de leur envie de faire. Et les citoyens qui ont pris des parts dans ce projet, ils vivent en fait l'agriculture un peu à travers ça. Enfin, ils nous soutiennent, comme je disais, ils s'installent à travers nous, mais à travers leur position politique, quoi. En fait, finalement, là, ils ont fait un choix politique. Ils font un peu partie de la ferme, quoi. Et ça, c'est quand même chouette. Et j'aime bien me le rappeler. Et l'événement de la soirée qu'on a faite à la ferme, les discussions avec les gens étaient intéressantes par rapport à ça, quoi. Donc, ça fait du bien de se sentir aussi soutenu. Quand on est un peu dans le dur, des fois, c'est pas mal de se rappeler de ça, quoi. Du parcours et les gens qui sont derrière, quoi. Un peu avant, j'ai pu écouter Gaspard, salarié de la ferme, me raconter son changement de vie qui parlera sûrement à certaines d'entre vous. L'interview a lieu dans le fournil, les pains cuisent. Gaspard fait plusieurs fournées. Il fait chaud, les gouttes de sueur perlent. Et bien là, j'attends que mon four finisse de se mettre à température et que mes pains finissent de pousser pour pouvoir les mettre dans le four. C'est du pain de froment. J'ai du pain nature, j'ai du pain avec des graines, j'ai du pain avec des fruits, j'ai du pain avec du seigle, de petit épeautre, du blé noir. Tous les pains dans le même four là. On achète la farine de seigle, de petit épeautre et de blé noir. Et toute la farine de froment, on la fait nous-mêmes. Avec le blé qu'on fait pousser sur la ferme. Pour le pain, c'est principalement du torca quand même. Et on a... Oui, c'est même que du torca pour le pain. Pour les pâtes, on a du poulard et un mélange de blé ancien. Et le torca, c'est une variété qui est quand même du XXe siècle. Donc c'est un blé qui est, on peut dire semi-moderne, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Et moi, je ne suis pas un expert dans la culture de céréales, je dois dire. Je m'appelle Gaspard. Moi, je suis salarié à la ferme depuis 1 an à temps plein, mais ça va faire bientôt 6 ans que je suis ici, en stage, en saisonnier, tout ça. Je suis principalement boulanger. Donc je fais principalement le pain et je fais aussi un peu la vente et je fais aussi la gestion du troupeau avec Bastien. Donc voilà, gérer les vaches, entretenir les clôtures, faire des clôtures, faire tous les travaux des champs pour les vaches, principalement. Je travaille 3 jours par semaine, je fais du pain le mardi et le jeudi. Le mercredi, c'est dans les champs. Et après, il y a des rotations pour les marchés, donc le vendredi et le samedi. Voilà. Donc c'est des semaines assez denses. Je fais des grosses journées quand je fais du pain. Et des semaines assez variées, parce que du coup, ça fait une grosse semaine toutes les 3 semaines, quand il y a la vente. Et des semaines un peu plus légères le reste du temps. Ok. Et ça te va comme rythme? Ça me va très bien, ouais. C'est varié, donc ça c'est hyper précieux. J'ai quand même du temps pour faire d'autres trucs. J'ai la chance d'être paysan sans avoir toutes les contraintes des paysans qui bossent comme des fous, donc je suis très content, j'ai de la chance. Je pense que je vais enfourner parce que c'est en train de craquer. Vas-y. On va pas oublier les petits épeautres, ce serait dommage. Oui, les petites épeautres, je les mets au frais, sinon ça pousse trop vite. Là, ils sont pas mal. Le moulin, c'est la pièce la plus froide. Ouais, le petit épeautre, il mousse, il déborde. Donc ça veut dire que le gluten... Je sais pas trop, à vrai dire. En fait, ça se tient pas aussi. C'est pour ça qu'il faut aller vite, parce que ça mousse, mais comme il y a assez peu de gluten, après ça retombe. Donc si tu le mets au chaud et qu'il mousse trop vite et qu'après il retombe, il est foutu, quoi. Ça craint pas la farine, ton micro? Rien.
C'est tombé dans le fumier un jour. C'est pour mettre de l'eau justement, pour faire de la buée. Très important la buée. Pour avoir une belle coloration. Que le pain pousse bien. Et ce four était là quand tu es arrivé? Tout à fait, tout était là quand je suis arrivé. Et du coup, j'imagine que la manière de faire du pain ici, c'est pas ce que tu as appris en CAP? Non, c'est assez différent effectivement. Moi j'ai plutôt appris à faire du pain ici, bien avant d'aller en CAP, parce que j'ai fait du pain ici pendant 3 ans avant de partir en CAP. Donc en CAP déjà il n'y a pas de levain, c'est que des farines hyper modernes avec plein d'additifs, plein de gluten, etc. On fait des baguettes, on fait de la viennoiserie, ça c'était sympa, d'apprendre à faire de la viennoiserie. C'est pas de four à bois, c'est des fours électriques. Je n'avais jamais utilisé un four électrique avant. Donc ça change pas mal. Ça m'a permis de manipuler énormément de pain et de farines différentes et de pâtons différentes. Donc ça c'est hyper intéressant. Puisque c'est un métier manuel, donc il faut pratiquer. Hein. J'ai appris à faire des croissants. C'est des questions difficiles que tu me poses. C'est marrant parce que tout ça, ça a été quand même assez hasardeux. Hein. Moi, si je suis venu ici, dans cette ferme à la base, c'est surtout parce que je voulais venir ici à Plogascan. Et que j'avais envie de découvrir le monde de l'agriculture, mais j'y connaissais absolument rien. Je savais juste qu'il y avait cette ferme avec ces 2 gars ici qui étaient sympas et qui étaient accueillants. Donc je me suis dit tiens, je vais aller les voir, mais je savais même pas vraiment ce qu'ils faisaient. Donc je pensais pas du tout que j'allais faire du pain, que j'allais élever des vaches. Je me suis dit bon, je vais voir ce qui se trame dans une ferme parce que je connais pas du tout, j'y ai jamais mis les pieds. Donc j'ai débarqué un jour comme ça. Donc s'ils avaient fait du fromage, je serais peut-être fromager aujourd'hui. Pas sûr, parce que le fromage c'est quand même plus compliqué que le pain. Non, le pain c'est très sympa de faire du pain parce que déjà c'est un beau produit, moi j'adore le pain. On travaille du vivant, donc c'est toujours surprenant. C'est pas trop pointu, c'est pas trop compliqué, c'est pas trop... On peut avoir de la marge, on peut se gourer, on n'a pas des problèmes de bactéries, de je sais pas quoi, qui fait quand on fait du fromage, c'est une tannée. Hein. Ou de la viande, ou je sais pas quoi. Ou même de la pâtisserie, la farine, de l'eau, du sel. Faut que je mette de l'eau, d'ailleurs. C'est ça que j'oublie. Moi, avant, j'étais ingénieur à Paris. Je bossais sur le projet CIGEO, donc l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. Et je faisais de l'estimation de coûts. Donc j'étais dans l'équipe qui devait estimer combien ça allait coûter tout ce bazar. Donc je bossais dans les tours à Paris. Bon, c'était intéressant, c'était sympa comme boulot, mais j'étais aussi tout à fait intéressé par toutes les questions écolo. Hein. Donc je regardais toutes les conférences de Jean Caux. J'étais à moitié vegan, végétarien. Enfin, complètement vegan même. Et donc c'est un peu ça d'ailleurs qui m'a amené à la problématique agricole. Parce que quand on étudie un peu l'écologie, il y a un truc qui revient souvent quand même, c'est l'agriculture. Et du coup, quand j'ai eu envie de me barrer de la ville et de venir ici, je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion de découvrir le monde agricole de l'intérieur, plutôt que de lire dessus depuis mon bureau parisien. J'ai organisé ma venue pour arriver ici en janvier-février 2020. Donc j'avais vu avec Bastien et Sam pour faire un peu de bénévolat, tranquille, découvrir quoi. Et donc je suis arrivé en février.
complètement incapable de faire quoi que ce soit de mes mains. J'avais peur des vaches. Je connaissais rien au métier. Mais ils ont été super accueillants et super bienveillants. Ils m'ont répété 15 fois les mêmes trucs que je comprenais pas. Je pense qu'ils continuent d'ailleurs de me répéter des trucs que je ne retiens pas. Et après on a été confinés. Donc moi j'étais déjà dans une phase un peu de changement de vie. Mais après tout le monde, j'avais prévu de m'arrêter pendant 6 mois, de découvrir un peu d'autres trucs sans pression. Et le monde entier a décidé de s'arrêter en même temps que moi. Donc c'était pas mal. J'avais quitté mon boulot, ouais. J'étais au chômage. Bah, j'étais pas à la ferme, non, j'avais des amis qui m'ont gentiment prêté une belle maison. Mais je continuais à venir bosser à la ferme 2-3 jours par semaine. Tu vois, c'était un peu en mode woofing, quoi. Dans les champs. Alors, il n'y avait plus de vente directe à ce moment-là, parce que c'était confinement. Je faisais pas trop de pain. Je partais dans les champs faire de la débroussailleuse, faire de la clôture, surveiller les vaches. Donc c'était hyper bien. Et du coup, je suis jamais reparti. On va pouvoir ouvrir maintenant pour baisser un peu la température, parce qu'il n'y a plus de pain qui pousse, donc on peut avoir de... C'est marrant d'ailleurs, parce que finalement, le pain, on l'élève autant qu'on élève les aliments. Oui, bah le levain, clairement, parce qu'en plus, on peut essayer de jouer sur les bactéries qu'il y a dedans, pour avoir plus ou moins d'acidité, plus ou moins de... Donc il faut en prendre soin, effectivement, c'est un petit Tamagotchi. Et il est -20, ok. Bon bah voilà, maintenant il faut attendre que ça pousse, enfin que ça cuise, pardon. Ça pousse autrement. Oui, ça va pousser dans le four, effectivement. Ouais. Surtout, il faut que ça cuise. J'avais envie de te demander, qu'est-ce que... Enfin, quand tu t'es mis à être tout le temps dehors avec des cueillettes dans ces tours, enfin, à faire ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que ça a changé des choses en toi? Moi, j'étais un citadin qui va à la campagne ou à la mer pour profiter des paysages, mais je voyais pas du tout le vivant qu'il y avait dans ces paysages. Non seulement je le connaissais pas, parce que j'étais pas capable de distinguer plus de 2 espèces d'oiseaux ou 2 espèces d'arbres, mais même je le voyais pas, je me rendais pas compte que c'était habité. Pour moi, c'était un espace de loisir, quoi, pour la promenade, pour la baignade, le bateau. Mais je voyais pas les habitants qu'il y avait. Et petit à petit, en se promenant, en discutant avec Bastien et Sam, qui eux sont très connectés à tout ça, etc., en ayant de la connaissance qui s'accumule, en exerçant son regard, son ouïe, etc., bah, en fait, on découvre tout un monde qui est juste là, autour de nous, et c'est hyper riche, quoi. C'est encore hyper riche, malgré la perte a priori énorme. Donc ça, c'est une richesse incroyable, quoi. Et maintenant, effectivement, j'ai des connaissances pas beaucoup plus approfondies. Par contre, je suis beaucoup plus à l'écoute et je suis beaucoup plus attentif à tous les signes et je vois beaucoup plus de choses qu'avant. Et c'est très sympa de voir qu'il y a plein de vie partout. Donc on a la chance de travailler dans des endroits riches, effectivement. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les agriculteurs. Et t'as quel âge? J'ai 32 ans. Toi, est-ce qu'il y a des choses que tu auras envie de dire de par ton expérience à des personnes qui se questionnent sur leur place? Ouais. Par exemple, moi j'ai 25 ans, je me dis, oh putain, je bosse chez Monsanto, non pas Monsanto, je bosse chez Vinci. Je me dis, oh là là, mais je sais rien faire, puis en fait j'ai envie de faire quelque chose qui a plus de sens. Qu'est-ce que tu me dirais, quoi? Moi je dirais à tout le monde devenez paysan, parce qu'il nous faut des paysans, ça c'est sûr. J'imagine que les premières étapes, c'est d'aller découvrir, d'aller essayer de trouver des gens, des fermes, des assos, qui sont souvent quand même très accueillantes et qui permettent de débuter une réflexion, écouter des podcasts, etc.
et d'aller voir si on a les moyens d'aller voir. Après, malheureusement, les gens dans leur vie, souvent, ils ont... Moi, je pense qu'il faut aller voir, parce que tant qu'on n'a pas vu, on ne se rend pas compte de l'enjeu, de la richesse de ces métiers, du bien-être aussi qu'il y a à avoir un travail qui a un impact immédiat sur un petit espace. Mais en fait, c'est hyper bon, quoi, plutôt que d'essayer d'être dans des grandes luttes. Enfin, il faut aussi être dans les grandes luttes, évidemment, mais ouais, ça résout quand même pas mal de dissonance et de sensations d'impuissance, c'est quand même hyper dur. Donc là, bon, c'est des ambitions plus petites, hein, d'essayer d'entretenir quelques hectares de terre, mais bon, en fait, c'est un travail qui est à échelle humaine. Et donc, c'est valorisant, ça apporte beaucoup de bien-être. Et ça fait du bien. Il faut essayer quand même d'aller un peu bien dans tout ce désastre. C'est pas très optimiste comme conclusion. Bah si, moi je trouve ça beau comme phrase. Il faut essayer d'aller bien dans tout ce désastre. En fait, c'est ce qu'on essaie tous de faire. Et quand toi tu vas bien, en fait, autour de toi, j'ai l'impression que tu arrives à... C'est un peu un aller-retour. Si tu vas bien, tu fais du bien autour de toi et le autour de toi te fait du bien et en fait ça s'agrandit et du coup le désastre est plus petit aussi. C'est vrai qu'il faut... Le soin, je pense que c'est une des clés pour essayer de s'en sortir. Ouais. Prendre soin de soi, prendre soin des autres. Ouais, c'est l'intérêt du collectif aussi. Quand il y en a un qui est moins bien, il y a les autres qui peuvent... C'est hyper reposant de se dire que tu peux aller moins bien parce qu'il y a d'autres gens qui sont là. Et comme il y a de la confiance dans l'équipe, bah on sait qu'on peut compter les uns sur les autres, quoi. Donc je pense que ça fait partie des forces aussi de ce groupe. Malgré les divergences qu'il peut y avoir, je pense qu'on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. On sait parce qu'on se les prouvait quand il y avait besoin. Le soir, je feuillette le livre « Notre pain est politique », trouvé dans la bibliothèque de Bastien. Ce livre a été écrit par un collectif de paysans boulangers et meuniers. Je découvre notamment que c'est au XIXe siècle que l'on commence à utiliser à la place du levain, utilisée depuis la nuit des temps, la fameuse levure de boulanger, pour accélérer le processus de fabrication du pain et nourrir plus de monde. Ce processus, associé à la création de variétés de blé toujours plus performantes mais de moins en moins digestes du fait de leur chaîne de gluten trop longue, rend le pain de moins en moins riche en vitamines et minéraux et de moins en moins digeste. En parallèle, le savoir-faire se perd, les tâches qui auparavant étaient réalisées par une même personne ou en tout cas dans un même lieu, village, la production des céréales, la mouture, la boulange, la vente sont séparées aujourd'hui dans la majorité des cas, générant une perte de sens et de lien au produit vivant qu'est le pain. Après avoir interviewé le trio, je participe à la préparation des pains qui seront cuits le lendemain matin. Je plonge mes mains dans la farine, le levain, les œufs, le beurre fondu, le gouel, gros lait traditionnel fabriqué à partir d'un ferment indigène et de lait entier de vache bretonne pinoire. Et je commence la préparation du pain de mie et de la brioche. L'odeur qui se dégage du mélange entre la farine moulue 20 minutes auparavant, les œufs et le beurre fondu me remplit de douceur. C'est vachement agréable hein, quand même. Le contact avec la pâte, comme ça, moi j'aime bien aussi. Ouais, et puis en grande quantité. Avec des bonnes farines, du bon beurre, des bons œufs. On sent même là le levain. Du bon levain. Active les odeurs, c'est incroyable. Mais le pain, c'est quand je voulais m'installer, donc je t'ai dit je voulais faire maraîcher comme tout le monde. J'étais chez les potes maraîchers, j'ai laissé tomber, j'ai le dos pété direct. Après j'avais été voir un pote qui s'était installé, qui a aussi un BTS GPN et puis s'est installé paysan boulanger dans le Massif central. J'ai fait un peu de pain avec lui et putain, je trouvais ça, les odeurs. Puis je dis, c'est pas mal, t'es une activité, t'es aussi un peu au chaud dans ton fournier, ouais. Tu démarres tôt le matin, t'es seul au monde. C'est un côté qui est pas mal quoi. Puis ouais. J'adore le pain. Ouais. Et mon coloc, à l'époque, moi quand j'étais en BTS, justement, il mangeait pas de pain. Il revenait et il ramenait pas de pain. Je dis, mais un jour sans pain, un jour sans soleil. Je dis, ça lui fait ça. Sans faim. Enfin, comment tu fais quoi. Et j'ai toujours mangé beaucoup de pain. J'ai jamais senti une telle odeur quoi. Je réalise que j'ai mangé du pain toute la semaine et je n'ai pas eu mal au ventre.
la ferme des Hautes-Terres me réconciliait avec le blé, que j'avais quasiment abandonné car je ne pensais pas le digérer. Ici, les variétés rustiques, aux chaînes de gluten plus courtes, cultivées en bio, l'usage de levain et d'eau osmosée, la fermentation longue permettent la prédigestion du gluten. Je digère ce pain me nourrit. Et puis il est fait avec de l'amour en prenant le temps, et les levures qui sont élevées dans la pâte le sentent. C'est un pain vivant, comme les sols de la ferme. Bastien me partage que quand il n'est pas en forme, le pain n'est pas en forme non plus. Les saisons, le temps qu'il fait, va aussi jouer sur l'élevage de la pâte. Finalement, l'agroécologie s'applique aussi à la boulange. Un juste équilibre entre faire et laisser faire, maîtriser et faire confiance au processus. C'est une co-création avec d'autres êtres vivants. Le pain a besoin d'être touché, alors que la majorité du pain mangé en France n'est pas touché, ou presque pas. La farine coule d'un bac, l'eau coule d'un autre bac, et le mélange se fait dans une machine. Le pain est mort. Il n'est plus le fruit de liens. Heureusement que j'étais en forme ce jour-là, car j'ai aussi mis un peu de mes micro-organismes dans la brioche et le pain de mie. Bon, ma grand-mère a adoré le pain de mie, et son dentier aussi, donc ça va. Une larme est née derrière ton œil, elle est prête, et pourtant elle s'arrête, elle t'a pris de vitesse. Oublie la politesse, laisse-la couler, rouler, bouler, couler, rouler, bouler, dit Sésame. Ouvre-toi que la citerne se vide. Aujourd'hui tout est si terne et si vide. Aujourd'hui, pourtant ce matin tu arrives et tu riras encore, encore, encore et encore. Une larme est là derrière ton œil, elle s'apprête. Tu sais que les eaux montent en cachette, c'est l'alarme. Ça veut dire qu'elle n'est pas là pour rire. Cette larme, cette larme, cette larme, cette larme. Une larme a convoqué ses sœurs, ça déborde. Des gouttes amères et salées sortent en horde et t'inondent. Ça va déboucher tes sinus et tant pis pour les rictus. Oh, tu pleures, pour qui, pourquoi? Tu pleures ben parce qu'il y a de quoi. Tu te mouches, tu essuies d'un revers ta bouche. Tu n'es plus rien ou tout comme tu voudrais que tout c'est un sweet home. Mais la guerre est partout, le vacarme te font venir les larmes. Oh, tu pleures, pour qui, pourquoi? Tu pleures ben parce qu'il y a de quoi. Une larme, une note oubliée dans la gamme. Tapis dans le canal, lacrymal te libère, te lave de son onde. Tu vas finir par pleurer de rire sur la vaste cruauté du monde. Une larme, qu'y a-t-il à l'intérieur d'une larme? Pourquoi passe-t-elle le seuil et nous des armes? C'est sans doute pour lâcher la pression, on exploserait sinon. Une larme est née derrière ton œil, elle est prête. Et pourtant elle s'arrête, elle t'a pris de vitesse. Oublie la politesse, laisse-la couler, rouler, bouler, couler, rouler, bouler. Et voilà, ce reportage à la ferme des Hautes-Terres est terminé. Et vous venez d'entendre Une larme de Marie Fleury, qui chantait, accompagnée de Yannick Jeannot-Jory, Paul Joty et Swan Hyde,
lors de la fête à la ferme des Hautes-Terres, au moment où la chouette effraie est sortie de son nichoir et a offert son vol au public. Merci à Gaspard, Samuel et Bastien de m'avoir fait confiance. Merci à tous les êtres vivants qui habitent sur ces 60 hectares de terre et au-delà. Merci à tous les humains qui se demandent comment cheminer vers une plus juste place au cœur du vivant. Je vous propose maintenant de prendre un temps d'intégration et de respirer quelques secondes ensemble afin d'intégrer les informations clés avec lesquelles vous souhaitez repartir. On va faire 3 cycles de respiration sur 4 temps à l'inspire et 4 temps à l'expire. C'est parti. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Alors, comment vous sentez-vous? Quels apprentissages sont en train de germer suite à cette écoute? Si cet épisode vous a plu, je serai très heureuse d'avoir vos retours via un commentaire sur Spotify ou YouTube. Vous pouvez aussi aider à la diffusion de ce podcast en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, en mettant un pouce sur YouTube ou un commentaire, ou l'envoyer à 3 personnes qui pourraient se nourrir de cette écoute. Le podcast Agroécologie Voyageuse est indépendant. Vous pouvez soutenir les prochains épisodes en faisant un don sur le lien Tipeee en description de l'épisode. À bientôt et pensez à mettre les mains dans la terre. Elle en a grand besoin et ça vous fera du bien. Et pourquoi pas dans la pâte à pain ?